Les gares de Paris font partie de l'identité de la capitale française. Porte d'entrée dans la ville, porte de sortie vers la France et l'Europe, elles sont des lieux de passage incontournables pour les Parisiens et les voyageurs du monde entier. Pourtant, au début de leur histoire, alors que le chemin de fer fait son apparition, rien ne pouvait prédire quel serait leur destin. La gare, c'est une invention architecturale, une invention technique pour un moyen de transport qui est au fond une nouveauté. D'abord conçus comme des bâtiments très simples au milieu du 19e siècle, les gares vont devoir s'adapter pour faire face à l'explosion du trafic ferroviaire, passant de 2 à 84 millions de voyageurs en à peine 30 ans. Et elles vont devenir des monuments gigantesques. Les flux en gare vont devenir tels qu'il va falloir reconstruire les gares sur elles-mêmes. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 3000 trains et plus de 1 million de voyageurs par jour qui transitent par les 6 gares de Paris: Saint-Lazare, Montparnasse, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz et Gare du Nord. La gare du Nord fait 36 000 m² de surface construite. Ça dépasse les dimensions du Palais du Louvre, ça dépasse les dimensions de Notre-Dame de Paris. C'est une gare qui est l'équivalent de ce qu'était la cathédrale pour le Moyen-Âge. Sa façade vous en impose. C'est un énorme monument urbain. Pourquoi Paris dispose-t-elle d'autant de gares? Quelles innovations ont été mises au point pour bâtir ces monuments de pierre et de métal? Comment se sont-ils métamorphosés au cours de l'histoire? La vieille gare de Montparnasse va disparaître sous un ensemble immobilier à tel point qu'on ne voit même plus réellement la façade de la gare. C'est un changement radical de conception architecturale. La gare de l'Est est considérée comme tellement parfaite qu'on ne peut pas se résoudre à la modifier. On décide de reconstruire à l'identique, de la dédoubler en quelque sorte. Grâce à des images de synthèse et à des prises de vue aériennes inédites des gares de Paris, vous allez découvrir la capitale française comme vous ne l'avez jamais vue, pour vous révéler un patrimoine architectural unique en son genre. Bienvenue dans un voyage autour de Paris et de ses gares, parmi les plus belles de France et même du monde. Paris, la ville lumière. L'une des plus belles villes du monde et l'une des plus visitées de la planète. Parmi les monuments les plus célèbres de la capitale, il y en a dont l'architecture est reconnaissable entre tous. Des façades majestueuses, des horloges, des toitures qui recouvrent des dizaines de voies de chemin de fer, des constructions hors normes qui accueillent des voyageurs venus de toutes les villes de l'Hexagone et même de l'Europe entière. Les gares de Paris. Elles sont 6, réparties en plein cœur de la ville. Au total, ce sont 3000 trains et plus de 1 million de voyageurs qui y transitent chaque jour. Parmi elles, la gare Saint-Lazare. Située dans le 8e arrondissement, elle n'est qu'à quelques centaines de mètres des monuments les plus prestigieux de la ville. Entièrement rénovée au début du XXIe siècle après 10 ans de travaux, c'est elle la plus ancienne gare de la capitale. À moins de 3 km vers l'ouest, se trouve la gare du Nord qui dessert le nord de la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Elle est la première gare d'Europe et la 3e gare du monde. Juste à côté, à peine séparée par un seul bloc d'immeubles, voici la gare de l'Est, souvent considérée comme l'une des plus belles gares de France et même du monde. Plus au sud, sur les bords de la Seine, se dresse la gare de Lyon. Le lieu est reconnaissable entre tous grâce à son beffroi qui domine le parvis de la gare.
En franchissant la Seine, juste en face du Jardin des Plantes, se trouve la gare d'Austerlitz, près du pont et du quai qui lui ont donné son nom. Et un peu plus à l'est, se cache la gare Montparnasse. Dissimulée sous un ensemble d'immeubles construits dans les années 70 autour d'un jardin et au pied de l'immense tour du même nom. Ces 6 gares font partie du patrimoine de la capitale. Et leur histoire remonte à la première moitié du 19e siècle. À l'époque, les limites de Paris sont beaucoup plus petites et le monde découvre une nouvelle invention, le chemin de fer. Jusqu'alors, les voyages s'effectuaient en diligence à une vitesse moyenne de 10 km/h ou par bateau. Le chemin de fer, qui naît en 1820, va provoquer une révolution économique et industrielle sans précédent. Tout d'un coup, ce moyen de transport nouveau, tout à fait révolutionnaire, arrive et on va assez vite saisir l'intérêt et il va y avoir un engouement pour les chemins de fer. Ce qui est nouveau, c'est de circuler sur des rails métalliques dans un train avec des voitures soit ouvertes, soit fermées, tirées par une locomotive à vapeur à une vitesse incroyable de près de 40 km/h, c'est grisant. La première ligne de chemin de fer apparaît en France en 1823. Elle ne transporte que des marchandises au départ de Saint-Étienne jusqu'à Andrézieux, à une dizaine de kilomètres. Ce n'est que 15 ans plus tard, en 1837, que naît la première gare de Paris, à l'emplacement où se trouve aujourd'hui la gare Saint-Lazare. À l'époque, le mot gare n'existe pas encore. Le lieu est baptisé Embarcadère de l'Ouest. On parle d'embarcadère, de débarcadère, c'est-à-dire de points, tout simplement, de dépose ou de ramassage de voyageurs. C'est un petit bâtiment très agréable avec des grandes fenêtres, des belles arcades. C'est très joli, c'est ce qu'on appelle une orangerie. Elle est placée sur le pont de l'Europe, d'ailleurs pont qui existe toujours. C'est une gare très très modeste. Un bâtiment, un pont, les quais sont en contrebas, au fond d'une tranchée. On a mis de chaque côté des quais, le long des voies de chemin de fer, 2 rampes qui permettent de descendre dans la tranchée. C'est tout à fait élémentaire. Le lieu est exploité par les frères Pereire, 2 banquiers et entrepreneurs implantés à Paris. Ensemble, ils ont imaginé cet embarcadère pour créer la première ligne ferroviaire de France réservée aux voyageurs. Leur objectif, desservir les banlieues chics de la capitale. La ligne dessert la petite ville du Pecq, puis plus tard celle de Saint-Germain-en-Laye. 18 km de voie ferrée pour un trajet d'à peine 30 minutes, 4 fois plus rapide qu'en diligence. C'est donc une desserte locale qui permet de raccourcir considérablement la durée du trajet et de parcourir ces quelques kilomètres. Ça, c'est très important, sans effort. Très vite, la fièvre du chemin de fer s'empare de l'Hexagone. Louis-Philippe, le dernier roi de France, va décider de prendre les choses en main. Aidé par l'ingénieur Alexis le Grand, son gouvernement va promulguer une nouvelle loi le 11 juin 1842 pour encadrer le financement et le tracé des voies ferrées de la nation. Le premier réseau ferré de France se construit en forme d'étoile. Au départ de Paris, celle-ci relie tous les points cardinaux du territoire. 6 grandes voies sont définies pour aller aux frontières du pays et desservir les points stratégiques et commerciaux. Derrière l'étoile de Grand, il y a une vision très jacobine, très politique, autoritaire, centralisée du gouvernement français, qui entend par ces lignes, comme dira le Grand lui-même, tenir les provinces avec les rênes du rail, c'est-à-dire les tenir en laisse. Le 11 juin 1842, c'est l'acte de baptême qui va permettre de construire les gares à Paris. La loi va déléguer l'exploitation des lignes de chemin de fer à des compagnies privées. Cette nouvelle loi du gouvernement français s'apprête à bouleverser en profondeur la ville de Paris. On est vraiment dans un système de pluralité de compagnies.
Chaque ligne radiale vers Paris a sa gare, et chaque gare est construite par des architectes différents, par des compagnies différentes, avec un style aussi différent. Construire une gare de chemin de fer nécessite d'avoir des terrains extrêmement vastes, non seulement pour le bâtiment lui-même, mais pour tous les équipements qui vont autour. Et puis, naturellement aussi, pour les lignes de chemin de fer proprement dit, qui partent de la gare pour se diriger dans toutes les directions du pays. Cet espace, on ne va pas le trouver dans l'intérieur de Paris. L'intérieur de Paris, c'est à peu près la limite actuelle des grands boulevards. Par contre, il reste des terrains à la limite de ces boulevards, d'anciens terrains religieux, des terrains non construits, des terrains vides ou relativement vides. Et c'est là que les gares vont pouvoir s'implanter. C'est donc dans la périphérie du Paris des années 1840 que 6 gares terminus vont voir le jour. La gare du Nord, la gare de Strasbourg, appelée aujourd'hui gare de l'Est, la gare de Paris à Orléans, qui deviendra plus tard la gare d'Austerlitz, la gare du Maine, qui elle deviendra la gare Montparnasse, la gare de Lyon et la gare Saint-Lazare. On construit sur d'anciens jardins, c'est le cas de la gare Saint-Lazare par exemple, sur d'anciens clos paroissiaux, ce sera le cas de la gare du Nord. Et puis ces terrains en fait vont permettre de dimensionner l'arrivée du train, une arrivée un peu inédite parce que c'est un monde industriel qui arrive. Donc il faut beaucoup d'emprise, beaucoup d'espace et beaucoup de financement. Après avoir bataillé pour trouver un emplacement dans Paris, les compagnies doivent faire face à un nouveau défi. Construire un bâtiment qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'architecture. La gare, c'est une invention architecturale, une invention technique pour un moyen de transport, un moyen de locomotion qui est au fond une nouveauté. Les architectes vont définir progressivement une grammaire architecturale et ça commence dès la façade. Le fronton est systématiquement agrémenté d'une horloge qui permet d'annoncer l'heure côté rue. L'horloge, c'est le culte de la ponctualité, du temps. C'est le culte aussi de l'unité nationale. Avant le chemin de fer, les heures étaient différentes. C'était l'heure solaire. Le chemin de fer impose l'heure unique pour tout le territoire. Donc d'abord, il y a une horloge. C'est ce qui distingue la gare de tous les autres bâtiments. Derrière la façade, il faut maintenant inventer l'organisation du bâtiment. La plupart de ces gares ont une forme en U. C'est-à-dire que la base du U est tournée vers Paris. C'est la façade qui est avenante, qui ouvre sur la ville. Et les deux jambes du U sont l'une affectée au quai de départ, l'autre au quai des arrivées. Comme le chemin de fer est né en Angleterre, les gares s'articulent selon le modèle anglo-saxon où les trains roulent à gauche. Le bâtiment des départs sera donc à gauche, celui des arrivées à droite. Ce modèle dit en U, avec une façade qui regarde la ville, s'impose dans plusieurs gares terminus à Paris, et notamment la gare de l'Est, la gare du Nord et la gare Montparnasse. À l'intérieur, tout est fait pour que les foules se croisent le moins possible. Le bâtiment des départs s'organise selon le cheminement des voyageurs, depuis leur arrivée dans la gare jusqu'au quai d'embarquement. À leur entrée, les voyageurs munis de bagages vont acheter leurs billets dans un service de billetterie. Très vite, il faut libérer ces voyageurs de leurs bagages volumineux, comme dans un aéroport aujourd'hui. Enfin, le voyageur est invité à patienter dans une salle d'attente. L'idée des ingénieurs, c'est d'éviter les mélanges de foules. Ça, c'est une grande phobie du 19e siècle. Au lieu d'avoir des foules, on préfère avoir des flux qui sont fléchés. On craint que le public malmène, transgresse le bon usage du chemin de fer. On craint des mouvements de foule inconsidérés, des actes de vandalisme pouvant s'en prendre au matériel. Autrement dit, il faut le discipliner, l'ordonner, le contingenter, l'enfermer, le canaliser tout de suite vers des salles d'attente fermées tant que le train n'est pas arrivé. Très vite, d'autres services vont s'implanter dans ces nouveaux édifices, comme les bibliothèques de gare créées par Louis Hachette. Pour relier les deux bâtiments du départ et de l'arrivée,
le modèle de la grande halle couverte par une verrière s'impose pour abriter trains et voyageurs. L'idée de la verrière, c'est avant tout d'attirer le client par quelque chose de spectaculaire. Faire un grand espace couvert, c'est vraiment une des thématiques du 19e siècle. Quand on construit les premiers passages couverts commerçants, immédiatement on fait des verrières au-dessus. C'est plus élégant, c'est plus beau, c'est plus spectaculaire. Mais en même temps, c'est absurde parce que quand vous amenez une machine à vapeur sous une verrière, vous enfumez la verrière. Et donc la fumée retombe sur les gens. Donc il faut faire une verrière qui sera en partie découverte pour que la fumée s'en aille. Les gares vont être vraiment un terrain d'expérimentation extrêmement fort pour cette technologie de l'espace couvert qui va se développer après considérablement au XIXe siècle, au point de devenir l'une des signatures, au fond, architecturales du siècle. En moyenne, la longueur des halles doit être de 200 mètres, car elles doivent couvrir les voyageurs, mais aussi une partie des quais sur lesquels circulent les trains. C'est pour l'agrandissement de la gare Saint-Lazare qu'une nouvelle technique de charpente va être inventée par un ingénieur français, Camille Polonceau. Pour soutenir la charpente de la grande halle de la gare, son idée est d'installer des arbalétriers. 2 poutres obliques ultra solides, en bois ou en fonte, qui portent chaque versant du toit. Entre les 2 arbalétriers, des tirants en métal permettent de récupérer une partie des efforts et sont reliés à 2 pièces en fonte, les bielles, qui rigidifient l'ensemble de la structure. Ce système extrêmement robuste peut supporter des charges considérables. Et l'utilisation du fer permet d'alléger ces structures pourtant colossales. C'est l'avant-garde de l'architecture métallique. Mais très vite, les gares vont se retrouver prises au piège par leur schéma d'origine. Cette gare en U a un inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a construit la gare, on ne peut pas l'étendre, ou difficilement. Donc on construit à l'extérieur du U, on rajoute des quais et on élargit la façade. Donc on obtient des gares en forme de peigne. Avec le succès des chemins de fer, la France se met à voyager. Entre 1830 et 1865, le nombre de ces voyageurs passe de 2 à 84 millions par an, plus du double de la population française de l'époque. Toutes les gares se retrouvent totalement dépassées. Au tout départ, c'est un transport qui est plutôt à destination des élites et progressivement, il va devenir accessible à tout un chacun. Ça veut dire que les flux en gare vont devenir tels qu'il va falloir reconstruire les gares sur elles-mêmes. La gare Saint-Lazare passe une première fois de 2 à 5 quais. Il faut donc construire une halle encore plus grande que la précédente, capable de couvrir cette superficie. Il va falloir élaborer des structures métalliques aux portées jamais expérimentées jusqu'alors. À la gare de Saint-Lazare vont apparaître des premières très grandes halles, une construite par un ingénieur qui s'appelle Flachat, qui est un des ingénieurs principaux qui développe les chemins de fer en France à cette époque, et qui va pour la première fois construire une très grande halle avec un système de charpente entièrement métallique. En abandonnant le bois, Eugène Flachat parvient à expérimenter des portées considérables. 40 mètres en tout, l'équivalent d'un boulevard. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir couvrir plusieurs quais. Là, avec 40 mètres de large, on couvre 7 ou 8 quais au moins. C'est beaucoup plus important que d'habitude. En agrandissant les portées, Flachat parvient à réduire le nombre de points d'appui de la charpente et donc à libérer les quais de colonnes en fonte. Un système qui permet de faciliter la circulation des voyageurs et des trains. Pour ériger sa structure métallique, Eugène Flachat utilise pour la première fois dans une gare des plaques de tôle fixées par des rivets. Un rivet, c'est une sorte de clou qui permet d'assembler 2 tôles dans lesquelles on a au préalablement percé des trous, fait coïncider les trous. Une technique
qui permet de fixer solidement une structure lourde et complexe en réduisant les points d'appui. Le rivet va serrer l'une contre l'autre les plaques, un peu comme la couture d'un vêtement. Ça permet des assemblages très costauds, très durables, très pérennes. Les plaques sont bien serrées l'une contre l'autre, donc ça évite aussi que la corrosion s'installe entre les plaques. Au milieu du 19e siècle, la gare Saint-Lazare est la gare la plus active d'Europe. En 1889, elle est déjà agrandie pour la 3e fois. Son nombre de quais passe de 19 à 25. De simple débarcadère en 1837, la gare Saint-Lazare va donc se réaménager au fur et à mesure de l'histoire pour faire face à l'afflux du trafic. De plus en plus de voies, de plus en plus de quais, de plus en plus de voyageurs. Aujourd'hui, avec ses 27 voies, elle dessert les banlieues du nord-ouest de Paris et la Normandie. Entièrement rénovée, elle accueille à elle seule près de 400 000 voyageurs par jour en semaine et une bulle sur son parvis permet de passer de la gare en surface au métro souterrain. Après plus de 180 ans d'existence, la plus vieille gare de Paris a conservé les traces de son histoire tout en entrant dans le XXIe siècle. Un peu plus loin, une autre gare a elle aussi eu un destin hors du commun. La gare du Nord. Au début de son histoire, elle est exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Nord qui achemine les voyageurs de Paris vers Lille. Mais l'augmentation fulgurante du trafic ferroviaire aura très vite raison du premier bâtiment. Il ne durera que 20 ans. La gare du Nord, qui est construite à la fin des années 1840, va déjà être remise en chantier au début des années 1860 parce qu'elle est complètement contrainte par son périmètre, par le nombre de voies et par les problèmes que cela procure aux voyageurs pour pouvoir accéder au train. 20 ans seulement après la construction du premier édifice, la Compagnie du Nord décide de reconstruire intégralement sa gare. Une opération colossale. La Compagnie du Nord qui va vouloir se doter d'une gare beaucoup plus monumentale, enfin à l'échelle en tous les cas, et de qualité architecturale plus proche de ses ambitions. La Compagnie du Nord fait appel à Jacques-Ignace Hittorf, un architecte de renom qui a notamment réalisé les aménagements de la place de la Concorde. À coup d'expropriation, de destruction d'immeubles et de modification des rues, la gare du Nord change d'échelle. Elle double son nombre de voies et surtout se dote d'une façade monumentale. La gare fait 36 000 m² de surface construite avec 220 mètres de long et 180 mètres de large en tout. Et c'est un énorme monument urbain. C'est l'un des bâtiments les plus longs de Paris. Ça dépasse les dimensions du Palais du Louvre. Ça dépasse également les dimensions de Notre-Dame de Paris. Sa façade ressemble à un arc de triomphe romain. C'est une sorte de grande tenture qui est en face de vous et qui vous en impose. À l'intérieur, une charpente de 200 mètres de long et 72 mètres de large abrite les quais et les voyageurs. Elle est soutenue par 19 colonnes en fonte. Elles sont hautes de 38 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 12 étages. Une hauteur considérable qui permet d'agrandir de manière spectaculaire le volume de cette halle, capable de contenir l'équivalent de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ces colonnes ont été fabriquées à Glasgow. Elles ont été fondues par la seule entreprise de l'époque capable de produire des colonnes dans ces dimensions et ont été acheminées sur le chantier par bateau en 3 morceaux. L'idée de ces colonnes en fonte, c'est qu'on peut réduire considérablement la dimension des piliers. Donc, ça permet à la vue de passer. L'idée est d'alléger au maximum ces points d'appui
en les faisant les plus étroits possibles. Ça n'empêche pas que ces colonnes en fonte soient travaillées, ajourées, et participent aussi au décor général de la gare. Ce ne sont pas simplement des éléments fonctionnels, des poteaux, ce sont également des colonnes, dans l'esprit d'ailleurs de l'architecture antique. Ça fait partie des éléments qui participent à ancrer la gare de chemin de fer dans les édifices comparables à ce que pouvait être une cathédrale pour le Moyen-Âge, parce que ce sont des édifices gigantesques. Aujourd'hui, en comptant le trafic ferroviaire, le RER et le métro, la gare du Nord, première gare d'Europe, accueille près de 300 millions de voyageurs par an, soit près de 5 fois la population française. À côté de la monumentale gare du Nord, la gare de l'Est, elle, accueille 10 fois moins de voyageurs. Bien plus petite que sa voisine, elle a pourtant marqué l'histoire de son empreinte. Elle est inaugurée le 2 décembre 1850 par le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. À l'époque, elle se nomme l'embarcadère de Strasbourg. Cette gare, c'est à l'extérieur, une gare qui apparaît comme un palais. Elle impose un style qui va être une espèce de synthèse entre des critères industriels, parce qu'on reste quand même dans une gare, et une monumentalité de type néoclassique. C'est un mélange d'influences. Pour marquer la puissance de la compagnie, l'architecte place à son sommet une allégorie de Strasbourg, la principale ville que dessert la gare à l'époque. Les colonnades et les arcades font de cette gare un petit palais italien. Enfin, sa rosace et sa verrière font d'elle l'un des bâtiments les plus lumineux de son temps. C'est une gare qui est non seulement une vitrine commerciale pour les compagnies de chemin de fer, mais un monument véritablement parisien. C'est-à-dire qu'il va intégrer des éléments de la culture urbaine de Paris. L'idée, c'est véritablement de faire de la gare un monument emblématique. La gare de l'Est est tant admirée qu'elle sera copiée plus tard à Rome, à Vienne ou encore ici, à Budapest. Les gares de Paris s'imposent donc rapidement comme des références en matière d'architecture. Mais à peine 20 ans après le début de leur histoire, un événement va leur donner une place encore plus importante dans l'organisation de la capitale française. Le 1er janvier 1860, l'empereur Napoléon III décide avec Eugène Haussmann, le préfet de la Seine, d'agrandir Paris. L'enceinte dite des fermiers généraux, qui limite Paris et ses 12 arrondissements centraux, disparaît au profit de l'enceinte dite de Thiers. Paris double quasiment de superficie. C'est évidemment un événement tout à fait considérable dans l'histoire des Parisiens. C'est à cette occasion-là qu'un certain nombre de communes périphériques deviennent des quartiers de Paris. Belleville, Ménilmontant, La Chapelle. Les gares qui étaient vraiment aux confins de la ville se retrouvent désormais quasiment au milieu de la ville. Les gares, dans le dessin d'Haussmann, sont des points névralgiques, parce que c'est de là d'où vont partir et arriver les grandes avenues qui sont au cœur même du projet de réaménagement de Paris sous le Second Empire. D'immenses travaux sont entrepris pour transformer Paris et rendre les gares plus accessibles. Haussmann dessine le boulevard Denain pour dégager la gare du Nord, ou encore le boulevard Montparnasse et la rue de Rennes pour atteindre la gare Montparnasse. Il prolonge enfin le boulevard de Strasbourg avec le boulevard de Sébastopol jusqu'à la Seine. Une percée de plus de 500 mètres. Enfin, il décide de relier les gares entre elles en créant une ligne circulaire appelée la Petite Ceinture. Les trains arrivant de Strasbourg, par exemple,
pourront, avant même d'arriver à la gare de l'Est proprement dite, emprunter quelques centaines de mètres avant le chemin de fer de ceinture qui contourne la capitale pour aller rejoindre les lignes de la gare Montparnasse qui mènent vers la Bretagne. Pour la gare de l'Est, l'augmentation du trafic ferroviaire va entraîner des agrandissements successifs. À peine 2 voies en 1850, 4 en 1854, 16 en 1900. Mais 30 ans plus tard, le trafic a été multiplié par 10 et la gare de l'Est va devoir changer de dimension. En 1930, la gare de l'Est a 16 voies, qui ne suffisent plus à l'exploitation de la gare. Le trafic ferroviaire de banlieue explose. Il faut absolument trouver les moyens de l'élargir. Mais elle est considérée comme tellement parfaite qu'on ne peut pas se résoudre à la modifier. Elle fait une unité en elle-même. Finalement, on décide de reconstruire à l'identique cette gare, de la dédoubler en quelque sorte. Pour ne pas modifier le bâtiment d'origine, l'architecte va le cloner à l'Est et créer sa copie presque conforme. Une opération qui nécessite des travaux d'aménagement gigantesques. On va dévier la rue du Faubourg Saint-Martin de 65 mètres. On va exproprier toutes les rues avoisinantes. On va créer même des rues, la rue de Verdun par exemple aujourd'hui, pour pouvoir dévier le trafic énorme qu'il y avait devant la gare de l'Est. C'est le chantier le plus important de la période. Tout ce qui est la partie du milieu et de la droite de la gare occupe la place d'un quartier ouvrier qui a été rasé. Plusieurs milliers de logements ont disparu d'un coup. Les démolitions sont considérables. Sur près de 400 mètres, côté rue du Faubourg Saint-Martin, tout un quartier est rasé. Plus de 500 000 mètres cubes de déblais, près de 60 000 mètres cubes de béton armé et 15 000 tonnes de métal. Grâce à ce chantier monumental, la gare de l'Est passe de 16 à 30 voies. Un immense pont en béton de 150 mètres de long permet d'enjamber les voies de chemin de fer. On fait un pont qui traverse en biais, sans portée intermédiaire. Ce sont ce qu'on appelle des poutres américaines, qui ont des croisillons qui se succèdent entre deux longues poutres comme ça, une sorte de grand caisson. Ce qui permet à la rue de passer au-dessus des voies. La gare de l'Est, pour ses façades, ses toitures, ses halls de départ et d'arrivée, a fait l'objet en 1984 d'une inscription au titre des monuments historiques. Pour certains, elle est l'une des plus belles gares de France et même du monde. Plus au sud, au bord de la Seine, une autre gare a elle aussi fait rêver des millions de voyageurs. La gare de Lyon. La gare de Lyon, elle transporte toutes les têtes couronnées et elle emmène les gens vers Nice, vers Cannes, vers les sports d'hiver, vers les colonies, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. C'est-à-dire un monde qui fait rêver, un monde merveilleux, un monde de luxe. En 1855, l'ancêtre de la gare de Lyon, exploitée par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, est une halle de 220 mètres de long et 42 mètres de large qui ne recouvre que 5 voies. Mais en 1900, la gare de Lyon va entrer dans une nouvelle dimension. En ce début de siècle, Paris accueille l'une des plus grandes manifestations internationales, l'Exposition universelle de 1900. Devant les millions de touristes et de voyageurs, il faut montrer que la capitale française est la ville la plus moderne du monde.
Les gares vont ainsi devenir des étendards de la modernité industrielle et aussi des capacités techniques et d'invention des pays qui accueillent les expositions universelles. 1900 pour les gares de Paris, c'est l'apogée de la beauté, de l'habillement, c'est l'habillement du maquillage extérieur. Elles deviennent très très belles parce qu'il faut participer à cette fête qu'est l'exposition universelle. À l'époque, c'est la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, surnommée PLM, qui exploite la gare de Lyon. Et elle va profiter de cette exposition pour offrir à son édifice une transformation magistrale. Pour marquer sa puissance, l'architecte Marius Toudoir va doter la gare d'un immense beffroi, appelé également campanile. Un monument totalement nouveau pour une gare de chemin de fer. La tour Beffroi est une tour qui fait 67 mètres de haut. C'est un monument considérable, avec une horloge, là aussi un peu monstrueuse, dont le diamètre fait quasiment 6 mètres. On a des proportions gigantesques. On est dans une monumentalisation qui va vers des gares désormais géantes. Le campanile permet de porter une horloge de très grande dimension, donc visible de loin, signale la gare, bien sûr, dans un contexte urbain qui a déjà beaucoup changé, mais comme un élément singulier, permet aux voyageurs qui veulent accéder à la gare de se repérer, de la voir de loin, de s'y diriger plus facilement. Les cadrans de ces horloges mesurent 6,50 m de diamètre, à peine quelques centimètres de moins que celle de Big Ben à Londres. Le chantier de la nouvelle gare de Lyon a mobilisé plus de 2000 ouvriers. Pour donner vie au beffroi imaginé par l'architecte, les bâtisseurs ont dû redoubler d'ingéniosité, en particulier pour sa partie supérieure. Ils ont d'abord érigé un squelette entièrement métallique, autour duquel ils ont disposé les pierres de la façade, avant d'y insérer les 4 horloges gigantesques et de recouvrir le sommet par une toiture de métal de 10 mètres de hauteur. Il faudra 3 ans de travaux pour terminer la construction de cette toute nouvelle gare. Et pour la faire rayonner encore plus, la compagnie du PLM va la doter d'un restaurant mythique, le Buffet du Train Bleu. Il sera inauguré en 1901 par le président de la République, Émile Loubet. La clientèle qui va sur la Côte d'Azur, en villégiature, pendant l'hiver, c'est aussi celle qu'on va accueillir au Train Bleu. C'est une clientèle qui a certains moyens, à qui on veut redonner un décor proche du décor dans lequel elle vit au quotidien. Aujourd'hui, plus d'un siècle après leur création, le Train Bleu, classé au titre des monuments historiques, et le beffroi imposant qui domine le parvis ont gardé leur charme d'antan, héritage de cette exposition universelle de Paris qui a marqué l'histoire. Un héritage que l'on retrouve également un peu plus loin, de l'autre côté de la Seine, là où se trouve la gare d'Austerlitz. Aujourd'hui, avec seulement 90 trains et 26 000 voyageurs par jour, elle est la plus petite des 6 gares parisiennes. Au début de son histoire, la gare est exploitée par la compagnie du Paris-Orléans, dite du PO. Mise en service en 1840, elle n'est à l'époque qu'un petit embarcadère. Agrandie une première fois en 1846, elle est entièrement reconstruite en 1862 et sera équipée d'une immense halle de 280 mètres de longueur et d'une portée de 51 mètres. La seconde plus grande de France après celle de Bordeaux. Mais depuis le début de son existence, la compagnie du PO trouve sa gare trop excentrée. Le bâtiment est coincé entre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le jardin des plantes.
La gare d'Austerlitz, elle est déjà en 1900 un peu éloignée. Disons, pour les dirigeants du PO, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent présenter. Et l'idée des dirigeants, c'est d'arriver au cœur de Paris. Les dirigeants de la compagnie vont donc voir arriver l'exposition universelle de 1900 comme une aubaine. L'occasion de redorer son image et de donner plus de visibilité à sa ligne de chemin de fer. Pour y parvenir, ils vont profiter d'un tragique événement survenu quelques années auparavant, au bord des quais de Seine, à quelques kilomètres à l'ouest de la gare d'Austerlitz. À cet endroit se trouvait le palais d'Orsay. Édifié à l'initiative de Napoléon Ier au début du XIXe siècle, ce bâtiment hébergeait le Conseil d'État et la Cour des comptes. Mais en 1871, un gigantesque incendie détruit intégralement le bâtiment. Il reste un terrain vague avec quelques ruines, en plein cœur de Paris, près de l'Assemblée nationale. La compagnie du Paris-Orléans rachète le terrain pour y créer une nouvelle gare, la gare d'Orsay. Elle est construite en plein cœur de Paris, juste en face du Louvre. Quelque part, elle doit aussi, pas rivaliser, mais composer avec les Tuileries, avec le Louvre, avec cet ensemble monumental qui donne un écrin finalement assez exceptionnel. Le bâtiment est long de 173 mètres, entièrement conçu avec une ossature métallique qui a nécessité plus de 12 000 tonnes de métal, près de 2 fois plus que la Tour Eiffel. Le but de la compagnie est que ses clients venus pour l'exposition universelle puissent accéder en plein cœur de Paris. La gare d'Orsay est donc reliée à la gare d'Austerlitz par une ligne souterraine de près de 4 km qui longe la Seine. Un projet exceptionnel pour l'époque, car cette liaison en sous-sol impose l'utilisation d'une traction électrique, alors qu'à l'époque, la plupart des locomotives fonctionnent à la vapeur. Les locomotives à vapeur, à l'époque, émettent beaucoup de fumée. Il était donc impossible de faire tout ce parcours en tunnel avec une locomotive à vapeur. Donc quand les grands trains arrivent à Austerlitz, on enlève la locomotive à vapeur et on met une petite locomotive électrique qui emmène le train jusqu'à Orsay, qui est donc une gare entièrement électrique. Dans l'enceinte même de la gare, un palace et un restaurant luxueux peuvent accueillir une clientèle fortunée au milieu des boiseries et stucs dorés. On n'a pas lésiné sur les volumes, sur le traitement des décors très soignés, très bien dessinés en façade. Et puis cette grande halle métallique extraordinaire, qui est d'ailleurs dotée de caissons, comme si on voulait recréer une voûte un peu à la romaine, qui laisse passer en partie la lumière, comme si on voulait renouer avec l'architecture classique dans ces grandes lignes. Par son architecture monumentale et sa façade qui domine la Seine, la toute nouvelle gare d'Orsay devient l'un des symboles majeurs de l'exposition universelle de 1900. Plus d'un siècle plus tard, la gare n'existe plus. Le bâtiment, classé au titre des monuments historiques, héberge à présent le musée d'Orsay, inauguré en 1986. Le lieu accueille aujourd'hui plus de 3 millions de visiteurs par an. Mais il gardera à jamais son architecture d'ancienne gare majestueuse, qui a fait rêver les voyageurs venus découvrir la ville lumière en 1900.
À peine 4 km au sud de l'ancienne gare d'Orsay, se trouve un édifice dont le destin a été bien différent de celui des autres gares de Paris. La gare Montparnasse. La gare se trouve au pied de l'immense tour Montparnasse qui la domine de ses 209 mètres de haut et 58 étages. Et il y a plus de 150 ans, l'ancêtre de la gare était très loin de ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Le tout premier bâtiment, baptisé embarcadère de la barrière du Maine, n'est qu'une grande halle de 50 mètres de longueur qui protège un seul quai de 155 mètres. 2 voies sur lesquelles les trains relient la rive gauche de Paris à Versailles. 8 ans plus tard, le gouvernement français décide la construction d'une nouvelle gare pour relier les villes de Chartres puis de Rennes. En 1852, Paris inaugure donc la gare des chemins de fer de l'Ouest, rapidement rebaptisée gare du Montparnasse. Avec sa belle façade qui fait face à la ville, son architecture est alors proche de celle des autres gares de la capitale. Mais elle est bien trop petite pour supporter l'augmentation du trafic ferroviaire de la fin du XIXe siècle. En 1929 et 1936, elle est dotée de 2 gares annexes pour assurer le départ et l'arrivée des trains. 3 gares en une seule, une organisation qui ne durera pas. « 30 ans plus tard, l'État, via la SNCF, est devenu propriétaire de toutes les gares de Paris. Partout en France, la voiture se démocratise. Le chemin de fer doit s'adapter aux nouveaux défis des transports et les gares doivent se moderniser. La gare Montparnasse n'est plus conforme aux enjeux du futur. L'État décide alors de la détruire. Dès 1965, la rénovation du secteur Maine-Montparnasse devient l'un des plus gros chantiers de la capitale. Dans les années 60, on détruit la vieille gare de Montparnasse. Il y a des raisons à cela, ça faisait des décennies que l'État voulait réorganiser cette gare qui était beaucoup trop petite par rapport au trafic qu'elle devait accueillir. La nouvelle gare Montparnasse voit le jour en mars 1969. Elle se trouve à quelques centaines de mètres de l'emplacement historique. Et le changement est spectaculaire. Elle va disparaître sous un ensemble immobilier qui est composé de logements, de bureaux, à tel point qu'on ne voit même plus réellement la façade de la gare. C'est un changement radical de conception architecturale. La gare Montparnasse de la fin des années 60, quand elle est inaugurée en 1969, c'est une gare dont on dit qu'elle ressemble à un rideau de douche, puisque c'est finalement l'immeuble de bureaux qui est situé au-dessus de ces quais qui fait figure de façade. La gare Montparnasse va s'ouvrir sur la ville et va devenir elle-même une partie de ville avec de nouveaux commerces, des centres d'affaires qui vont permettre de faire le lien de manière plus importante entre la ville et la gare. En fait, il n'y a plus de distance entre la gare et la ville. La gare fait un avec la ville par sa porosité. À la fin du XXe siècle, la nouvelle gare Montparnasse permet de faire entrer le chemin de fer dans une nouvelle ère. L'ère de la grande vitesse. Ce qu'on vise, c'est une clientèle d'affaires. On essaie de séduire cette clientèle d'affaires en lui proposant un meilleur service et un meilleur accueil en gare. À l'occasion de l'arrivée du TGV, on réinvente la manière d'être accueilli en gare et de prendre son train.
au tout début des années 90. C'est une gare qui va servir de référence à la SNCF pour complètement réinventer les gares au début du XXIe siècle. Au cours de leur histoire, les gares de Paris ont toutes subi des transformations exceptionnelles. Elles ont fait face à l'augmentation continue du trafic ferroviaire, ont vu les trains passer des locomotives à vapeur à la traction électrique, avant de s'adapter aux trains à grande vitesse. De simples lieux de départ et d'arrivée, elles sont devenues, à travers de grands travaux de modernisation, des lieux de vie où l'on peut prendre le temps de s'arrêter. Telles des cathédrales du XXIe siècle, les gares de Paris sont devenues de véritables monuments emblématiques de la ville. Et elles font désormais partie du patrimoine de la capitale française.